Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. 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 Bienvenue sur les 104.5 Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Il est exactement 7h34. C'est l'heure du brin d'histoire. Comme tous les jeudis, Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui, ça va. Alors, on va combien d'années en arrière? On va 43 ans en arrière. C'est pas l'histoire, Jean-Paul. Ben si, c'est l'histoire. C'est les temps modernes. Mais non. Mais puisque, en fait, j'ai choisi... je te garde. L'événement dont nous allons parler tout à l'heure, je l'ai choisi en raison de l'actualité aux États-Unis. Il faut... lundi dernier, il y a une jeune fille qui a attaqué... un établissement, je crois que c'était au Texas. Et justement, ça ramène encore au goût du jour la sempiternelle question relative au contrôle des armes à feu et notamment les armes de guerre, donc des fusils d'assaut. Mais on va parler de la dernière tentative avortée d'assassinat d'un président américain. C'était le 30 mars 1981. Donc il y a 42 ans exactement, pas 43, où Ronald Reagan avait échappé à la mort de peu, puisqu'il avait échappé à une tentative d'assassinat perpétrée par John Hinckley Jr. Alors John Hinckley Jr., c'est un jeune Américain à l'époque, il était âgé de 23 ans. C'est un cinéphile, il adore les films. Et puis il faut savoir qu'en 1976 était sorti aux États-Unis et dans le monde un film qui s'appelle Taxi Driver, qui avait permis justement de révéler au grand public, comment il s'appelle, Jodie Foster ou encore Robert De Niro. Et donc c'est un film de Martin Scorsese qui a eu un très très grand succès. Il est même considéré comme les 100 plus beaux films américains de tous les temps. Bref, John Hinckley est un fan du film, il est vraiment fan. C'est un film sorti en 1976, il adore le film et surtout, il est éperdument amoureux de Jodie Foster qui partage l'affiche avec Robert De Niro. Et donc, après plusieurs mois de réflexion, John Hinckley Jr. se dit qu'il faut qu'il trouve le moyen d'impressionner Jodie Foster. Et pour ça, il faut qu'il pose un acte qui lui permette d'entrer dans l'histoire ou de faire la une des journaux. Et donc, il se dit qu'il n'y a rien de plus, rien de moins que de tenter de tuer l'homme le plus puissant du monde, à savoir le président des États-Unis. Et donc, c'est comme ça qu'il, dans son coin tout seul, il peaufine son arme, il peaufine son plan, et donc il achète une arme, un petit bloc 6 coups, et il se rend à Washington, où Donald Reagan, à la suite d'une allocution qu'il avait donnée à l'hôtel Hilton, décide de sortir du bâtiment. Il est à peu près 14 heures locales. Alors donc, il y a une foule qui est massée à la sortie de l'hôtel Hilton. À l'époque, il n'y avait pas, en termes de sécurité, il n'y avait pas un très très gros dispositif comme on peut le voir à présent autour des présidents américains à chacun de leurs déplacements. Et donc ce jour-là, on est le 30 mars 1981, Ronald Reagan a fini son discours. Il sort du bâtiment, il s'arrête quelques secondes pour saluer la foule et au premier rang, il y a John Hinckley Jr. qui sort son arme et qui tire 6 coups de feu en direction du président. Alors, il faut savoir que 4 personnes seront touchées par les tirs de John Hinckley. On a un policier, un agent des services secrets, le secrétaire de presse de Ronald Reagan, ça veut dire c'est son conseiller et porte-parole de la Maison-Blanche à l'époque, qui s'appelait James Brady, et Ronald Reagan lui-même. Alors, au cours de ce complot, Reagan, lui, il a une chance inouïe. C'est-à-dire que la balle qui le touche, en fait, c'est une balle qui avait ricoché au sol et la balle est rentrée par une côte, a perforé le poumon gauche et s'est arrêtée à quelques centimètres de son corps, de son cœur. Et l'autre élément qui lui a porté chance aussi, c'est qu'il avait été immédiatement pris en charge et amené à l'hôpital universitaire George Washington où il avait été opéré aussitôt. Et donc, il faut savoir que l'hôpital aussi, George Washington, est à quelques minutes seulement de l'emplacement de l'hôtel Hilton. Donc, très, très rapidement, il a été pris en charge. Et donc, ensuite, il y a aussi un autre élément qui va jouer
en sa faveur, c'est que sur le plan politique, Reagan, grâce au fait que il va survivre à cet attentat, il va même quitter l'hôpital 2 semaines après cet attentat et reprendre immédiatement ses fonctions. Et donc, pendant cette période, évidemment, il va peut même se poser la question de savoir qui a été la personne qui devait normalement succéder à Ronald Reagan le temps où il était en convalescence. Il va même, on va l'apprendre plus tard, il va y avoir une petite guéguerre derrière entre George W. Bush, donc Bush père qui était à l'époque vice-président des États-Unis, et Alexander Haig, qui était secrétaire d'État, donc chef du département. Donc, de qui, lorsque le président est en vie, parce que là, si Ronald Reagan aurait succombé à cet attentat, il est clair que c'était George W. Bush qui devait prendre le pouvoir. Mais là, il ne s'agissait pas d'une indisponibilité totale. Il s'agissait d'une indisponibilité temporaire. Et donc, durant ce laps de temps, qui est-ce qui devait assurer l'intérim de la fonction exécutive ? On l'avait appris après cet attentat-là qu'effectivement, il y avait eu une petite guerre interne entre George Bush, le vice-président, et Alexander Haig, le secrétaire d'État. Et donc, à la suite de cet attentat, et bien évidemment, il va se poser une question qui est celle relative du contrôle des armes à feu. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est assez intéressant, sur la vie de James Brady, qui était le porte-parole de Ronald Reagan à l'époque. Lorsqu'il s'engage aux côtés de Ronald Reagan, c'est un fervent défenseur du libéralisme, de l'utilisation des armes à feu. Il est de la LRA. Il est partisan de la NRA. James Brady est contre toute forme de contrôle sur la vente des armes à feu. Et donc, pour lui, il est hors de question, évidemment, qu'on puisse d'une quelconque manière toucher au deuxième amendement de la Constitution américaine. Et donc, après cet attentat, il faut savoir que de toutes les personnes, des 4 personnes qui auront été touchées par les balles de John Hinckley, James Brady sera la seule personne qui va garder des séquelles de ces blessures-là toute sa vie jusqu'à sa mort en 2016. Il faut savoir que James Brady, lui, il aura été touché à la tête et donc à la suite de cela, il va être hémiplégique, donc il va être handicapé des membres inférieurs et il va garder de graves problèmes d'élocution. Et donc, à partir de ce moment, lui et sa femme vont changer radicalement de point de vue concernant les armes à feu et James Brady va devenir même l'emblème pour ceux qui sont contre la prolifération des armes à feu. Il va être l'emblème justement de la dangerosité de la prolifération des armes à feu aux États-Unis et il va militer toute sa vie pour un meilleur contrôle des armes à feu et il va même obtenir une loi qui portera son nom en 1993, mais cette fois-ci ce sera sous l'administration Clinton, cette loi qui visait à justement assurer un meilleur contrôle, plus de contrôle sur les armes à feu, c'est-à-dire empêcher que des mineurs puissent acheter des armes à feu, des personnes qui ont des antécédents judiciaires, des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Donc, toutes ces personnes-là qui, normalement, ne devraient pas avoir en leur possession un outil aussi dangereux, un objet aussi dangereux qu'une arme à feu, c'est grâce à la loi James Brady que cela est possible. Même si, malheureusement, aujourd'hui, depuis 1993, avec le passage des présidents Bush fils et surtout de Donald Trump, il va y avoir un détricotage en fait de la loi Brady. Mais bref, ça c'est autre chose. Et donc James Brady, lui, va être celui qui va garder des séquelles toute sa vie. Et lorsqu'il va décéder même en 2016, il décédera en réalité des effets secondaires liés à la balle qu'il avait touchée le 30 mars 1981. Si bien que le procureur de l'État de Washington, à la mort de James Brady, va même décider, pas le procureur, le médecin qui va constater son décès, va justement mettre que James Brady est mort d'un homicide. Même si les effets même si la mort s'est déroulée 30 ans après les événements, l'acte s'est déroulé 30 ans avant la mort de James Brady, on considère, en tout cas le médecin avait considéré que James Brady était mort des suites des blessures liées à cet attentat. Mais maintenant, l'autre personnalité aussi qui est assez intéressante, c'est John Hinckley Jr. Alors lui, c'est quelqu'un
qui, enfin, je dirais pas malheureusement, c'est une personnalité déjà assez étrange, puisque c'est quelqu'un d'assez austère, de solitaire, qui adorait beaucoup le cinéma, qui était obsédé véritablement par l'actrice Jodie Foster. Lui, il va être rapidement emprisonné, puis à la suite d'examens psychiatriques, il va être déclaré lors du procès auquel il va faire face en 1982, il va être déclaré dément. Et donc, par conséquent, il est irresponsable des actes qu'il aura posés lors de cet attentat-là. Et donc, au lieu d'aller en prison, il sera directement interné dans un hôpital psychiatrique dans lequel il va y rester durant 30 ans. Il sortira de cet hôpital psychiatrique-là en 2016, quelques semaines après la mort de James Brady, avec bien entendu des restrictions très sévères. C'est-à-dire qu'il n'avait, en sortant de l'hôpital psychiatrique, sa mère vivait encore, elle avait à peu près 90 ans, et donc il va donc aller habiter chez sa maman. Il avait l'obligation de tenir un journal dans lequel il notait toutes les activités qu'il faisait. Ce journal-là, bien entendu, devait le mettre à la disposition de la police et de l'hôpital psychiatrique qui continue à le surveiller. Il avait l'interdiction formelle de s'approcher ou de Jodie Foster ou des parents des victimes de son attentat, donc que ce soit Ronald Reagan, son épouse, ou bien la famille de James Brady, ou celle du policier ou de l'agent des services secrets qui avait été blessé par son acte. Et ensuite, bien entendu, James Brady, après il faut savoir qu'avant sa sortie en 2016, en 2011 d'abord, pour les 30 ans de sa tentative d'assassinat, il était passé dans la presse américaine et durant son passage au cours d'une interview qui avait été télédiffusée, il avait exprimé ses regrets et ses remords, notamment pour James Brady et les séquelles de la vie malheureuse qu'il avait entraînée à cause de ses actes. Et il avait également demandé pardon à toutes les victimes, à l'Amérique entière. Et évidemment, il avait expliqué qu'il prenait régulièrement son traitement et que, évidemment, s'il avait la possibilité de sortir, il respecterait en fait les termes du traitement qu'il subirait. Donc, depuis 2016, c'est un homme libre, il est assujetti évidemment à toutes les restrictions que je viens de donner là, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de sortir de chez lui, sauf pour des raisons bien précises. Il doit tenir un journal régulier de toutes les activités qu'il mène, y compris lorsqu'il est à la maison. Ensuite, il n'a pas le droit de s'approcher et des descendants des victimes de son attentat et de Jodie Foster ni de sa famille. Et donc, depuis, il continue évidemment à mener sa petite existence auprès de sa maman. Donc, et de Ronald Reagan, maintenant, il faut aussi savoir que Ronald Reagan, enfin tacticien politique qu'il était, avait su rapidement tirer profit avait su tirer profit de cet attentat-là. Pourquoi ? Parce que lorsque Ronald Reagan prête serment le 21 janvier 1980, 20 janvier 1981 d'abord, quelques minutes après sa prestation de serment, on a les otages américains qui étaient retenus à l'ambassade des États-Unis à Téhéran qui sont libérés. Et donc, rapidement, il y a une thèse qui commence à circuler dans tout Washington qui dit que Ronald Reagan avait certainement, alors qu'il était candidat, sous-traité en secret avec le régime des ayatollahs pour obtenir la libération de ces otages en échange d'un certain nombre de choses. Bon, évidemment, Ronald Reagan n'a jamais reconnu ça, mais en tout cas, cette rumeur va enfler et va commencer, si tu veux, un peu à ternir le début de mandat de Ronald Reagan. Et donc, cet attentat-là va un peu lui redonner de la pêche, puisqu'en ressortant deux semaines après, il va être galvanisé un peu par les sympathisants et les militants républicains en expliquant que Ronald Reagan, parce que aussi, il ne faut pas oublier que lorsqu'il accède à la Maison-Blanche, il avait 69 ans et à l'époque, il était le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Et donc, il avait aussi été régulièrement attaqué sur son âge lors de la campagne de 1980. Et donc, le fait qu'il sorte 2 semaines seulement après son attentat, il sorte d'hôpital, venait taire une bonne fois pour toutes
toutes les critiques concernant son âge avancé, le fait qu'il ne soit plus en capacité de pouvoir diriger les États-Unis. On n'a pas pensé plus tard à Donald Trump et à Joe Biden qui vont accéder à la présidence à un âge beaucoup plus avancé que Ronald Reagan à l'époque. Et donc, là, grâce à cet attentat, il va non seulement faire taire les critiques concernant son âge, et aussi il va gagner en popularité parce qu'il va être un espèce de héros, celui qui aura survécu à un attentat ourdi par une personnalité obscure qui avait voulu déstabiliser la première puissance. Et donc, il va se servir de cet attentat-là pour gagner en popularité. Sa popularité qui commençait vraiment à baisser à la suite des rumeurs relatives à la libération des otages américains, va redémarrer de plus belle et atteindre même des niveaux stratosphériques vers les 85-90%. Donc, c'est cet attentat-là qui est le dernier qui avait été perpétré contre un président américain, qui est dans lequel les tentatives sont passées à l'acte. Et puis, il y a aussi un dernier élément que j'ai failli oublier, c'est qu'à la suite de cet attentat-là contre Ronald Reagan, on va totalement revoir le système de protection des présidents américains. Et c'est là où on va avoir un dispositif beaucoup plus étoffé, avec cette fois-ci plusieurs niveaux de sécurité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est techniquement très difficile, je ne dirais pas que le risque zéro existe, mais il est techniquement très difficile que quelqu'un puisse reproduire un tel attentat que celui qui s'était déroulé le 30 mars 1981, parce que évidemment les services secrets se sont considérablement réorganisés, la sécurité du président américain elle aussi a énormément évolué, et donc ce genre d'événement il est quasiment impossible que ça puisse se reproduire. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait dans le brin d'histoire. On reste connecté sur les 104.5 et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.